toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. On va revenir aujourd'hui sur la victoire parisienne en déplacement à Saint-Quentin pour la deuxième journée de Betclic Elite. Une victoire, encore une fois, comme contre Dijon en ouverture, assez large, 81-65. Paris qui avait largement pris les devants en début de partie, qui s'est vu reprendre son avantage pas loin dans le troisième quart-temps, qui a été capable en fin de match de prendre la victoire. Une victoire qui permet aux Parisiens d'être au moment où on enregistre, avec Bourg, les deux seules équipes pour l'instant invaincues après deux journées de championnat. Il reste encore des matchs à venir dimanche. Pour cet épisode, comme la semaine dernière, je suis accompagné d'Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Antoine, on va démarrer assez vite dans ce débrief. Quelque chose qui nous marque évidemment tous dès qu'on voit un peu le score et la feuille de stats, c'est qu'encore une fois, Paris a été capable de n'encaisser que 65 points, c'était 64 contre Dijon. Encore une fois, la défense parisienne a été vraiment intraitable. Oui, tu l'as très bien mentionné, à l'image du match contre Dijon, Paris avant d'attaquer, a pensé à bien défendre et de cette bonne défense s'en est suivi un jeu offensif, mais une intensité assez folle, assez forte et surtout, Paris s'est pas laissé démonter face à une équipe de Saint-Quentin qui faisait son retour dans l'élite à domicile puisqu'ils avaient déjà gagné lors de la première journée. Donc dans une salle vraiment bouillante, une excellente ambiance et ça n'a pas eu l'air de vraiment impressionner ou intimider les Parisiens qui ont fait leur match et qui avaient leur game plan bien en tête et bien sur le parquet. Donc vraiment une intensité forte, de l'entraide, beaucoup d'entraide entre les joueurs, des joueurs qui savent ce qu'ils ont à faire. Et déjà, entre l'expérience, un groupe qui commence à se connaître, mais qui se connaît déjà assez pour bien exécuter une défense. Pour citer, pour rien cacher, on était au match, donc à Saint-Quentin, et même nos confrères journalistes de la presse locale étaient extrêmement étonnés de cette intensité et de cette différence de niveau en termes d'implication dans la rencontre quand on les entendait parler en tribune de presse. Donc ça prouve vraiment que cette équipe-là, elle a bien respecté son plan de jeu et son identité, enfin ce qu'elle va vouloir inculquer, et que ça commence à porter ses fruits et ça commence à se voir déjà. Ouais, tu le fais bien de le dire. Ouais, j'ai complètement oublié de le mettre dans mon intro. On était effectivement présents au match tous les deux, toi et moi, Antoine, dans la salle, dans le Palais des Sports Pierre Rat. Une salle qui était pleine aussi parce que c'était le premier match de Saint-Quentin en Betclic depuis plus de 30 ans. 30 ans, je crois pile d'ailleurs. Donc, un événement assez important dans l'histoire du club de Picardie. Et on a vu un public vraiment pousser son équipe. Pour revenir un peu sur la défense, qu'est-ce qui a fait que Paris a été capable, encore une fois, d'arrêter son adversaire? Il y a un joueur dont on va parler, Tyson Ward, on en parlera plus tard. On en fera un cas spécifique, mais dans la globalité, il y a encore une fois un collectif qui s'est dégagé avec une force vraiment très forte, force très forte, en défense. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est une presse totale en fait, c'est une presse de la relance du ballon dans son camp. L'équipe adverse peut rien faire. On l'a vu contre Dijon, on l'a vu contre Saint-Quentin à domicile. C'est une équipe qui presse constamment, qui switch beaucoup, qui communique beaucoup et qui, on sent, là c'est aussi un travail du staff qui a ensuite très bien communiqué aux joueurs, qui est extrêmement bien scouté. Ça veut dire qu'on sentait vraiment que chaque joueur était adverse, en l'occurrence, avait été bien scouté et que les Parisiens savaient ce qu'ils avaient à faire. Par exemple, sur Tiger Campbell, le meneur américain de Saint-Quentin, on savait qui pouvait défendre sur lui. À certains moments, est-ce qu'on pouvait mettre quelqu'un de plus grand? Donc en fait, chaque joueur avait, en fonction de la situation, en fonction du joueur et de son positionnement, avait son rôle, et en fait, et ces rôles-là pouvaient switcher entre eux. Autre chose qui m'a beaucoup marqué dans cette rencontre, par exemple, tu as dit on parlera d'un joueur plus tard, Tyson Ward, mais il n'y a pas que lui, c'est un peu tout le monde. C'est le côté où dès qu'il y a une attaque en pénétration, il y a beaucoup de mains qui se baladent pour boxer le ballon, pour déstabiliser l'adversaire, pour lui prendre la balle, ou ne serait-ce que voilà, qu'elle quitte ses mains ou lui prendre la balle, quoi, clairement. C'est aussi quelque chose qui est très, très présent, c'est très intense. En fait, ils sont toujours défendus les joueurs adverses sont toujours défendus par un joueur et demi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ils vont être défendus par le vis-à-vis et un joueur qui est derrière en second rideau pour, voilà, déstabiliser au dernier moment, frapper la balle ou quelque chose comme ça. Au rebond, ça va être pareil, il va y avoir une grosse, grosse presse, une grosse attaque, ce qui fait que, par exemple, le rebond offensif
Paris en a pris 15, il me semble que contre Dijon, c'était à peu près du même acabit, c'était beaucoup. Et d'ailleurs, même au global, il y a une vraie, maîtrise de Paris, dans ce secteur-là. Il y en a 44 à 31. Donc voilà, il y a des efforts collectifs et tout terrain, polyvalent et encore une fois, ben, comme on le disait lors du premier podcast et le coach le disait également, lors de la conférence de presse contre Dijon, des rotations, non-stop qui fait que cette intensité s'arrête jamais. Donc tu peux défendre tout le temps et plutôt prévenir les incendies, même si parfois il peut rien avoir. Eh ben, c'est bien que tu parles des incendies parce que je voulais justement qu'on en parle pendant la suite de ce débrief. Il y a, donc on l'a dit, une bonne maîtrise, une très bonne entrée en matière des Parisiens en début de partie. 15-27 dans le premier quart-temps pour Paris. Le deuxième quart-temps repart un peu sur les mêmes bases. Et puis, il y a, il y a une petite cassure et on voit Paris avoir des grosses difficultés, notamment en attaque. C'est un point sur lequel on va revenir après. Et il y a ce troisième carton, 21-13 pour Saint-Quentin, où on a eu l'impression d'un pari dépassé. Alors c'est pas spécialement le cas. Il y a on va donner des chiffres et des exemples après. Mais Paris s'est fait peur parce qu'il y a eu globalement un gros run de Saint-Quentin qui passait de peut-être -13, -15 à -3. Antoine, parle-moi-en de ce run parce que c'était peut-être le tournant de ce match si Paris n'arrivait pas à se relever et tu partais peut-être dans une guerre qui allait se jouer dans le dernier quart-temps. C'est vrai que c'était un choc et même un premier défi pour cette équipe-là. On a pu voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre dans ce genre de situation. Comme tu l'as dit, le deuxième carton était un peu du même acabit que le premier, mais tu le perds quand même. C'est-à-dire que tu le perds d'un point, 18-17, et il commence à être un peu plus haché par les fautes, par des erreurs, par quelques pertes de balles, donc des choses comme ça qui étaient pas extrêmement nombreuses, mais qui peuvent déjà te faire revenir un petit peu Saint-Quentin à -12, -8, -7 et voilà, -3, tu l'as dit. Il y a eu, oui, Paris s'est fait peur, enfin, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que Paris s'est fait peur parce qu'on a souvent vu ce genre de situation, notamment l'an dernier. Le coach, Thomas Isallo a un point de vue différent. En fait, pour lui, il s'est pas fait peur, il a juste dit que les Parisiens manquaient leur tir, ce qui fait que Saint-Quentin a rentré les siens, mais d'un point de vue extérieur, encore une fois, on a quand même beaucoup plus vu une équipe de Saint-Quentin qui gagnait en rapidité, qui gagnait en intensité et qui gagnait en efficacité, là où Paris, continue à défendre de la même façon. On n'a pas vu une équipe parisienne commencer à faire des erreurs, enchaîner les pertes de balles. On a juste vu une équipe parisienne qui a subi face à une équipe qui était poussée par son public, on savait que c'était le moment et là, ça a été peut-être le premier point où je pense même on s'en parlait, lors du match. On a dit: «C'est le premier défi de cette nouvelle équipe parisienne». C'est-à-dire maintenant, soit, voir comment le coach va réagir en poussant une gueulante, en changeant encore une fois son effectif, en changeant quelque chose même dans sa tactique et au final pas du tout. Ça a été, on respecte le plan de jeu, on continue et les tirs vont continuer à rentrer, vont reprendre, en efficacité. Ça ira mieux finalement, ça a été ça, mais au final, ouais, de voir, ce 3e quart-temps notamment que Paris perd 21-13, c'est, heu, c'est très dur, d'autant plus que je l'ai noté, sur mes notes. Dans le troisième quart-temps, pendant 5 minutes, Saint-Quentin met que 2 points. C'est-à-dire que du retour des vestiaires, Saint-Quentin met 5 minutes à marquer 2 points. Puis derrière, par contre, ils en ont mis 19 en 5 minutes avec une facilité assez déconcertante. Bon, on n'était pas habitué à ça, de voir un coach serein quand il se fait revenir à 3 points, dans le troisième quart-temps en fin de match. On avait plutôt l'habitude de croire ou d'être un petit peu défaitiste en se disant que Paris allait perdre la rencontre. Visiblement, le coach savait ce qui se passait, savait ce qu'il avait à faire et puis comme il l'a dit, on sera d'accord ou pas, c'était que la deuxième journée donc pas la peine de s'inquiéter, plus que ça. Ouais, moi je rejoins beaucoup le coach aussi parce que pour moi, pas besoin de s'inquiéter. On va dire que les marqueurs où Paris était assez faible dans cette partie, c'est le shoot à 3 points. C'est des choses qui vont venir et disparaître en fonction des rencontres. Aujourd'hui, Paris a shooté à 7 sur 26 de loin. Ça fait 27%. C'est pas catastrophique, mais ça a pas aidé. Il y a eu les lancers francs. Aujourd'hui, Paris a shooté à 10 sur 26 au lancer franc. Alors, déjà, il y a eu 26 lancers francs mais n'en rentre que 10. Ce sera pas tous les matchs comme ça. Il y a des excellents shooters de lancer qui ont été abominables ce soir. Il y a eu, et puis en fait, je trouve justement que ce marqueur-là de les lancer, normalement, on va dire que t'es à 70% à peu près en moyenne, 70, 75. Le 3 points, tu es un peu en dessous d'une moyenne générale,
mais pour moi, rien de catastrophique. Moi, c'est surtout ce qui m'a marqué, et c'est là le différentiel entre le niveau défensif et la capacité à inscrire des points dans des secteurs qui rapportent beaucoup de points, c'est quand tu vas marquer des buts de points à l'intérieur. Donc, on regarde la feuille de stats, Saint-Quentin marque 10 paniers sur 29 dans les 2 points intérieurs. Donc les 2 points intérieurs, ça va vraiment être sous le panier, et c'est même pas du mi-distance, hein, c'est vraiment dans la raquette. Alors que Paris, donc 10 sur 29, ça fait 34%. Paris, c'est 21 sur 28, ça fait 75%. Pour moi, c'est là le point où Paris a été le plus fort, c'est d'agresser la raquette et d'être toujours capable de trouver une solution proche du panier. Pour moi, le différentiel offensif côté parisien, il se fait de là. Et il y a aussi un point dont je voulais qu'on parle un petit peu, Antoine, parce que je pense qu'on peut pas forcément passer à côté. On a eu un arbitrage pas fou, qui pour moi a coupé un peu le match. On va donner un peu aussi des stats. Hein. Il y a eu 53 fautes dans la rencontre. Alors je reprends juste mes notes, c'est 25 fautes côté parisien, 28 côté Saint-Quentin. Est-ce que pourtant, Antoine, l'arbitrage a eu un rôle dans ce match? On a quand même eu l'impression que il y a eu des erreurs d'arbitrage, puis des compensations, puis d'autres erreurs, d'autres compensations, et que des deux côtés, on était quand même assez dépourvus d'un arbitrage. En fait, c'est peut-être eux qui ont pris un peu qui ont été un peu les acteurs du match, et que ça a été un peu dommage. C'est vrai que de base, l'arbitrage, c'est censé un petit peu laisser les acteurs, les joueurs, un petit peu dicter la rencontre. Là, c'était un peu l'inverse. Tu as raison, hein. Des fautes, des compensations, des erreurs, des compensations. Et en fait, ça nous gâche pas, mais je pense que ça ternit un match qui était quand même un très beau match de basket, mais qui aurait pu être vraiment meilleur et totalement meilleur. Et je pense que s'il n'y avait pas eu autant de fautes, peut-être que Paris aurait gagné plus largement et se serait fait moins peur. Même s'ils n'ont pas eu peur, ils auraient peut-être pas eu une remontée pareille. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de fautes. Ça a échauffé la salle, ça a échauffé les joueurs. On a quand même 4 joueurs parisiens qui terminent à 4 fautes, donc pas loin de l'expulsion. On a Will Rayman en face du côté de Saint-Quentin qui termine à 5. Il y en a il y en a 3 autres qui sont à 4 fautes. Plusieurs qui sont à 3. Enfin bref, c'est vraiment, il y a eu un nombre de fautes sifflées et c'était pas spécialement sur sur des actions offensives ou sur c'était pas des N1, c'était pas des shoots des fautes sur tir, ça va être un marché, mais on le comprend pas trop, donc on va prendre le temps de réfléchir, ce qui fait que la salle se frustre, les joueurs se frustrent aussi, et le jeu est moins fluide, et ça, c'est vraiment dommage. Ça peut jouer dans un camp comme dans l'autre. Pour le coup, c'est pas que ça a spécialement aidé Paris. Je pense que ça a pas aidé Saint-Quentin, pardon. Mais ça a vraiment terni la note globale du match, pardon, qui était quand même partie pour être une vraie belle rencontre, bien fluide, et qui a été beaucoup trop saccadée, notamment dans le deuxième déjà. À partir du deuxième, il y a commencé à avoir beaucoup de fautes. Et le troisième et quatrième, en fait, c'est simple, à la fin, on en oubliait les temps morts des coachs. Moi, à la fin, je me disais, mais en fait, les coachs ne prennent jamais de temps mort parce qu'en fait, le jeu est déjà tellement arrêté par les fautes que tu vois plus quand ce sont les arbitres qui décident ou quand c'est les coachs qui décident un peu de parler à leurs joueurs, tellement c'était un peu un flou total en termes d'arbitrage. Après, on n'a pas assisté à la conf de presse du coach de Julien Maé de Saint-Quentin, mais du coup, Thiago Macédolo, on n'a pas parlé, donc je crois que ça ne l'a pas spécialement interloqué. Ça l'a pas spécialement interloqué. Il y a quand même eu 32 fautes en deuxième mi-temps. Et pour moi, le chiffre un peu énorme. Autre chiffre énorme. Bon, allez, on part sur le joueur du match, qui, je pense, de manière assez unanime entre nous deux, Antoine, a été assez facile à sélectionner. Évidemment, on va parler de Tyson Ward, qui a joué 28 minutes, qui avait surtout joué 18 quasiment en première mi-temps. Alors, c'est 14 points à 6 sur 7 au tir, à 6 sur 9 au tir, pardon, 1 sur 3 points. Il prend 6 rebonds, il fait 18 d'évaluation, et c'est surtout la stat la plus importante que je vais vous dire maintenant, plus 27 de plus-minus, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, son équipe mène de 27 points d'avance. Alors, c'est assez énorme. Ça montre aussi le côté all-around player du joueur, capable d'avoir un apport offensif et défensif pendant qu'il est sur le terrain. Antoine, je te laisse partir dessus. T'as plus en tête sa performance que moi. Mais moi, déjà, derrière l'objectif, j'avais l'impression de le voir partout. Alors, je suppose que d'un œil un peu plus éloigné, on a vu que Tyson Ward en fait sur le terrain côté Paris. On l'a vraiment, on l'a énormément vu. Déjà contre Dijon, j'étais pas loin de le mettre
en joueur du match, mais bon, TJ Short, c'est tellement fort, il l'a été encore ce soir. Mais en fait, Tyson Ward fait à la fois toutes les tâches que l'on ne voit pas, mais en fait, tu vois que lui. C'est très particulier. C'est-à-dire que défensivement, il est d'une intensité. De toute façon, je pense que nos auditeurs vont devoir se préparer à ce qu'on dise intensité au moins 15 fois par match et par podcast, puisque ben, c'est ce que dégage cette équipe. Mais on a l'impression que lui, il est un cran au-dessus des autres encore. Il est partout à la fois. En termes de presse, il est monstrueusement efficace, monstrueusement intense. Non, bah tiens, je leur dis, tu vois. Je vais essayer de trouver des synonymes tout au long de la saison. Mais il est très, 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 très présent. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué dans ce match. C'est un match physique. Il y a des joueurs qui ont pris beaucoup de coups, dont lui. Donc, je sais que toi, ça t'a marqué. Il tombe sur la tête à un moment. Et moi, j'ai pas vu ce moment où il tombe. J'ai entendu le bruit, mais je le vois. Et au même moment, il se relève, il repart en défense à une vitesse monumentale, défendre sur le porteur du ballon, qui était un peu à l'opposé du terrain pour lui. Voilà, défensivement, il fait un peu tout. Il a cette image, même si c'est un gros collectif, et il a un peu cette image de capitaine de la défense en termes de rythme, que même si les autres défendent très bien, lui, il est vraiment un cran au-dessus. Et c'est un joueur que tu as envie de voir. Et de cette défense-là, en fait, de cette activité-là, tu vois qu'offensivement, ben, le mec peut shooter, il peut rentrer un tir à 3 points. On va en parler un petit peu, mais ils se font parfaitement dans les systèmes offensifs du club et dans certaines actions que le club répète. Il trouve ses coéquipiers, il les connaît. Et ça s'est vu ce soir, encore une fois. 14 bons points, il sait que ça ne sera pas un leader statistique en termes de scoring, mais c'est un joueur complet, et puis il provoque aussi beaucoup de fautes, hein, de par sa combativité. Il en provoque 6 ce soir, et de par sa combativité, encore une fois, au rebond, c'est à l'image de cette équipe, mais il en prend 7, si je dis pas de bêtises. Il en prend 6 autant pour moi, c'était Banjasi qui en prend 7. Il est partout, il est ultra présent, et je pense qu'il y a moyen que ça soit vraiment le troisième, enfin le joueur derrière les gros scoreurs, c'est celui qu'on attend le plus. Je sais que tu voulais aussi en parler, je te laisse un peu partir sur eux. Tu avais un petit mot sur les perfs de Kessens et John Toonen, qui ont été aussi de bonne facture. De très très bonne facture, c'est des joueurs du coup en sortie de banc, Michael Kessens qui encore une fois a profité du fait que Leon Kratzer soit très rapidement à 3 fautes, et il finira à 4. Mais très présent à l'intérieur, très très présent à l'intérieur pour box out, pour prendre du rebond, qui comprend les systèmes, qui parle beaucoup. Ben, c'est un capitaine, hein, c'est le capitaine, donc on commence à cerner son aura et sa capacité à communiquer. Et puis voilà, offensivement, au poste, il est quand même assez impressionnant. Je trouve qu'il a dû toucher. Après, il s'est mis dans des situations un peu compliquées, mais enfin, dans une ou deux, mais pas non plus 10 dans cette rencontre-là. C'est un joueur serein, on peut le voir. Il met 10 points, il prend ses 7 rebonds aussi. Il en prend 3 offensifs, donc de suite, ce qui m'avait marqué, je l'ai noté sur mon calepin. C'est un joueur qui est très très présent défensivement, et ça fait. C'est bon d'avoir ça en termes en sortie de banc. Et puis ben, pareil, Michael Jantonen qui est arrivé très tard dans ce groupe-là, il n'a pas l'air de vraiment être un petit peu à l'écart, puisque pareil, c'est un peu ce qu'il disait dans la vidéo qu'on a publiée. C'est un joueur qui il regarde pas les stats, il fait le boulot. Donc voilà, il peut scorer, il peut rentrer des tirs de loin, il attaque bien, il comprend les systèmes, il coupe ligne de fond comme à peu près tous les joueurs de cette équipe. Il se bagarre au rebond, il provoque des fautes. Enfin, c'est des joueurs complets qui peuvent aussi faire des passes. Donc ça termine à 13 d'évaluation, 6 de plus-minus, mais une activité en fait partout, qui fait que quand tu as ça en sortie de banc, ben, t'es content en fait, parce que tu sais que tu sors un titulaire pour en faire entrer un joueur qui dans beaucoup d'autres équipes pourrait l'être aussi, et qui apporte autant qu'un titulaire avec un profil différent, mais qui se greffe bien. Donc c'est deux profils sur le banc qui sont vraiment très 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 importants pour cette équipe. Voilà, vous l'aurez compris, on est encore une fois un peu séduit par cette équipe qui, en 2 matchs, n'a été menée que 40 secondes sur 80 minutes, rendez-vous compte. C'était contre Dijon en plus, là, Paris n'a pas été mené du match, il n'y a pas eu de changement de leader. Dès que Paris a mené dès la première minute, Paris n'a jamais lâché l'avantage au score. La prochaine échéance pour le Paris Basketball va arriver très vite, parce que cette semaine, il y a un match en plein milieu de la semaine. Ce sera mercredi 27 septembre, avec la réception du MSB du Mans pour les Parisiens. Côté espoir, il n'y a pas eu de match ce samedi à cause de cas de Covid dans l'équipe espoir de Saint-Quentin, m'a donc reporté ultérieurement sans date encore communiquée. Et donc les espoirs rejoueront, mais cette fois-ci contre Le Mans, en ouverture du match des pros. Ce sera mercredi à 17h, si je dis pas de bêtises.
D'ici là, prenez soin de vous. Vous pouvez aller regarder les interviews qu'on a faites en pré-saison avec Mikael Antunen, avec Michael Kessens et la troisième avec Gauthier Denis pour nos interviews de pré-saison qui sont toujours disponibles. On va bientôt également, normalement avant le match du Mans, sortir notre preview de la saison régulière d'Eurocup comme elle avait été faite l'année dernière. Toujours avec Corentin, ce sera Lilian qui sera sur cet épisode. Ce sera lui qui sera à la présentation. Et bien donc d'ici ce podcast, on se retrouve tranquillement. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Salut!